Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est une nouvelle offensive contre l'Evras à laquelle on assiste depuis quelques semaines. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle a été généralisée et rendue obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire. Rappelez-vous, le vote avait eu lieu au Parlement en septembre 2023 et ça avait fait grand bruit. Tous les acteurs de terrain avaient salué cette généralisation, mais certains parents, certaines associations conservatrices avaient pris peur. Beaucoup de fake news et de désinformation avaient aussi circulé sur le contenu de ces animations Evras. Alors pourquoi on en reparle aujourd'hui? Parce que les associations qui s'étaient levées contre l'Evras repartent en croisade. Alors que les recours introduits devant la Cour constitutionnelle sont en train d'être étudiés, certaines associations ont été reçues par le président du mouvement réformateur. Pourquoi faut-il s'en inquiéter? On en discute dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour décrypter les forces en présence, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Lionel Rubin et François Fink. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Lionel Rubin, vous êtes directeur adjoint de la cellule études et stratégies au Centre d'action laïque, secrétaire également de la plateforme Evras qui regroupe plusieurs associations donc du secteur de l'Evras. Et François Fink, vous êtes chargé de plaidoyer dans les affaires européennes et internationales au Centre d'action laïque, auteur notamment du livre Les croisés de la contre-révolution qui s'intéresse à l'offensive réactionnaire internationale. Alors Lionel Rubin, je propose qu'on commence par un état des lieux de l'Evras. Sur le terrain, les animations Evras, elles ont lieu de façon sereine. L'actualité, elle est plutôt au niveau politique et juridique, c'est ça? Oui, exactement. Donc on se souvient, vous en avez parlé en introduction, donc en 2022, on a eu une première offensive. C'était le premier coup, la première détente de cette offensive anti-Evras qui a été essentiellement menée par l'Observatoire de la Petite Sirène, qui a diffusé une forme de panique morale au moment où le guide et le décret Evras devait être voté. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'aménagements par rapport à ce guide et en 2023, au moment du vote du décret Evras, on a eu une deuxième offensive qui a regroupé là une forme d'agglomérat, on en parlera tantôt, de groupuscules conservateurs, réactionnaires, religieux liés à l'extrême droite et qui a mené même, via une campagne de désinformation, à l'incendie des 8 écoles en Wallonie, on s'en souvient. On est actuellement, si vous voulez, depuis lors, il y a eu le vote du décret Evras par l'ancienne majorité MR Écolo PS, moyennant quelques abstentions de parlementaires. On est maintenant dans une nouvelle séquence, c'est-à-dire le volet juridique. C'est les associations anti-Evras qui avaient mené la fronde en 2022 et 2023 ont ouvert des recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État. Donc on a 7 recours à la Cour constitutionnelle. On a un recours au Conseil d'État qui sont menés par ces associations anti-Evras, par des groupes musulmans, par un collectif de parents. Et donc on est actuellement dans cette, on va dire, troisième séquence, cette judiciarisation, on en parlera tantôt avec François. Alors, quels sont les griefs qui sont invoqués? C'est essentiellement par rapport à certains droits fondamentaux, la liberté d'expression, la neutralité, le droit à la vie privée, etc. C'est des choses évidemment qu'au Centre d'action laïque, on trouve totalement infondées et on est d'autant plus à l'aise pour dire ça qu'on est partie prenante dans ces recours, justement pour défendre le décret Evras. Parallèlement à ce volet juridique, on a le volet politique, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle majorité, MR engagée, ils ont décidé dans leur déclaration de politique communautaire de évaluer le décret Evras et d'évaluer le guide Evras. En soi, il y a absolument, on est tout à fait pour cette évaluation. Oui, c'est plutôt positif et sain d'évaluer un décret quelques années après. Doit évoluer, c'est une réalité qui évolue en fonction des sujets et de la réalité sociétale. Le problème, c'est que on ouvre la porte pour cette évaluation à ces groupements et ces groupuscules anti-Evras. Et ce sont ces mêmes associations qui ont pris part à la contestation, qui maintenant sont potentiellement à la table pour évaluer ce décret et ce guide. Et donc j'en terminerai par là, mais on a non seulement des acteurs anti-Evras qui potentiellement vont être à la table de l'évaluation, mais ce sont aussi des acteurs inexpérimentés. Parce que dans ces groupements-là, on a des groupements en fait, qui ne s'occupaient pas d'Evras il y a 3-4 ans.
Et donc, on a aussi, in fine, des groupements, on parlera de l'Institut Thomas More, mais qui ont, pour le coup, un réel projet réactionnaire derrière ça, pour lequel l'Evras, en réalité, le combat contre l'Evras est juste un faire-valoir pour leur permettre d'accéder à un projet complètement réactionnaire. Oui, et donc juste pour préciser, effectivement, vous, l'évaluation, vous souhaiteriez que ce soit des acteurs de terrain, les acteurs du secteur Evras, qui mènent cette évaluation et pas des acteurs extérieurs. Alors qu'on ait effectivement une équipe pluridisciplinaire, neutre, qui s'engage à évaluer l'Evras, c'est tout à fait bénéfique et heureusement qu'il y a ça. Et on a d'ailleurs nous-mêmes entamé avec des acteurs externes du monde de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, cette évaluation, justement pour aussi voir là où il y avait des choses à... Donc on n'est pas du tout fermé à ça. Le problème ici, c'est qu'on a des personnes qui portent un projet idéologique et qui se battent contre l'Evras au nom de ce projet idéologique réactionnaire. Oui, alors du coup, on va creuser un petit peu justement ces associations qui sont derrière, et notamment l'Institut Thomas More. Donc on sait que dans les recours introduits, il y a l'Institut Thomas More. Aujourd'hui, dans les personnes qui essayent de rencontrer des parlementaires ou des personnalités politiques, il y a l'Institut Thomas More. L'Institut Thomas More qui a d'ailleurs rencontré le président du mouvement réformateur. L'Institut Thomas More, c'est quoi, François Fink ? Alors l'Institut Thomas More, c'est un institut qui se définit comme un think tank libéral conservateur. Bon, jusqu'ici, ça va, sauf que libéral-conservateur, dans certains milieux, c'est devenu un peu un nom de code pour dire en réalité ultra-libéral sur les questions économiques et ultra-conservateur, voire réactionnaire sur les questions plus largement sociétales. Mmh. Et c'est effectivement l'évolution de cet institut qui a créé depuis quelques années, c'est assez récent, un collectif d'avocats qui s'appelle le collectif Justitia, avec des avocats actifs en Belgique notamment. Aussi, enfin c'est en France et en Belgique, un institut basé à la fois à Paris et à Bruxelles. Et donc cet institut maintenant, surtout via ce collectif Justitia, défend ce projet politique réactionnaire et utilise les méthodes de la judiciarisation, des méthodes judiciaires pour tenter d'imposer leur vision du monde et leur projet. Alors François Fink, vous parliez des méthodes de judiciarisation. Ce sont des méthodes qui sont utilisées par d'autres mouvements un peu à travers le monde, ces mouvements réactionnaires. Utiliser la justice pour arriver à ses fins, pour faire passer une idéologie, ce sont des méthodes qui ont déjà été éprouvées ailleurs. C'est cela, tout à fait. Donc, ce sont des méthodes qui sont apparues aux États-Unis, où les tribunaux ont un plus grand pouvoir dans l'interprétation du droit. Et donc aux États-Unis, ils ont malheureusement eu des succès importants. Notamment, ils ont réussi à revenir sur le droit fédéral à l'avortement, qui était garanti depuis un arrêt de la Cour suprême américaine des années 1970. Et récemment, ils sont revenus dessus. Donc il n'y a plus de droit fédéral à l'avortement, par exemple, aux États-Unis. Mmh. Et ils essaient d'introduire cette méthode en Europe depuis quelques années. Donc on a d'autres organisations d'origine américaine, comme Alliance Defending Freedom ou d'autres associations de ce genre-là, qui font des recours devant les tribunaux de différents pays membres de l'Union européenne et qui vont jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter de faire changer le droit dans leur sens très réactionnaire. Ils n'ont pas énormément de succès, car quand même les droits européens des différents pays européens et de la Convention européenne des droits de l'homme les empêche d'avoir tellement de succès. Mais en ce qui concerne la Belgique, par exemple, il y a eu des recours contre la loi sur l'euthanasie. Donc il y a tout un ensemble de lois qui sont visées par ces organismes. Et quant à ces méthodes, c'est aussi une manière pour eux de détourner un petit peu la démocratie, dans le sens, ou de la contourner plutôt. Mmh. Ils savent que leur projet politique réactionnaire n'est pas majoritaire dans la société, loin s'en faut. Et donc, ils tentent d'imposer par le droit, par en haut, des limitations et des limitations aux droits fondamentaux et leurs projets par ce biais-là. On a vu ça en Pologne récemment, avec l'interdiction quasi totale de l'avortement, qui a eu lieu grâce à la prise de contrôle de la Cour constitutionnelle par le parti de droite réactionnaire qui était au pouvoir précédemment, car les tentatives des projets de loi qui ont été introduits dans ce sens-là se sont heurtés à une forte mobilisation de la population.
Donc on voit que c'est une manière de contourner l'opposition de la population, de la société, en passant par la voie judiciaire. Par la voie judiciaire. Alors on voit qu'en fait il y a des méthodes du coup qui sont éprouvées ailleurs, cette méthode de la judiciarisation. Est-ce que les arguments aussi, Lionel Rubin, sont similaires? On voit qu'il y a souvent ils utilisent en fait les droits de l'homme, les droits humains pour les contourner, les détourner. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui rentre dans un cadre beaucoup plus large et beaucoup plus international, qui sont globalement les campagnes anti-genre et qui bénéficient de plus en plus d'études et de littérature scientifique sur le sujet. Donc les campagnes anti-genre, c'est quoi? C'est globalement une protestation qui mêle des personnes de la société civile, des personnalités religieuses, politiques, médiatiques, et qui se battent contre les droits des femmes, l'égalité de genre, les droits sexuels et reproductifs et les droits de la communauté LGBT. Globalement. Alors, c'est tout à fait établi. Donc, on a 4 vagues, essentiellement, qui sont apparues. Depuis les années 90-2000, on a la première vague qui est la conceptualisation de la théorie du genre. Donc, comment est-ce que, en fait, pour eux, la théorie du genre, c'est, sous couvert d'égalité, un projet destiné à détruire l'ordre social. C'est ce que Civitas disait, c'est l'imposition, la crainte pour eux d'imposer un nouvel ordre sexuel mondial. C'est par exemple ce qu'ils disent de Lévras. Ensuite, en 2000-2010, deuxième phase, on a eu la phase de diffusion via des conférences en Europe et partout ailleurs, des conférences, des publications, où on a réellement diffusé ce concept de théorie de genre. En 2010-2015, il y a eu l'heure de la mobilisation, on le voit notamment en Italie, en Croatie, en France, avec les fameuses manifs pour tous, qui étaient en fait des manifs dirigés contre le mariage homosexuel. Et puis, depuis 2015, on a une forme de globalisation de ces acteurs, donc qui se fédèrent de manière internationale autour de ces différentes cibles. Et donc, on voit que ça rentre dans ce cadre beaucoup plus large de campagne anti-genre, et que Lévras est une partie réunie, si vous voulez, un petit peu l'ensemble de ces thématiques, et donc est pour eux une occasion rêvée, effectivement, de montrer leur réaction par rapport à tout ça. François Fink, est-ce qu'une des évolutions finalement de ces mouvements, Lionel Rubin vient d'expliquer un peu les différentes phases, mais une des évolutions, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a un vrai financement derrière. On parlait tout à l'heure de l'Institut Thomas More. On sait que cet institut, il est financé notamment par Pierre-Édouard Stérin, milliardaire français, qui a un vrai projet de mettre l'extrême droite au pouvoir, on peut le dire clairement. Oui, tout à fait. Donc, ce collectif Justitia a été créé par l'Institut Thomas More en coopération avec les initiatives de Pierre-Édouard Stérin. Donc, ce milliardaire français qui réside en Belgique, pour échapper au fisc, pour avoir des conditions fiscales, disons, plus avantageuses, effectivement, a un projet politique, il le dit ouvertement, ce n'est pas un secret, mais d'imposer, de financer un projet politique extrêmement conservateur, voire carrément, disons, réactionnaire. Et effectivement, ça, c'est une évolution peut-être plus récente de ces mouvements de manière générale, qui est l'alliance plus clair avec le politique, en particulier l'extrême droite. Il y a encore peut-être une dizaine d'années, c'était un peu moins évident, mais là, on a maintenant une alliance politique plus claire entre ces mouvements, disons, réactionnaires de cette offensive anti-genre dont parlait Lionel, et l'extrême droite politique. C'est assez clair avec Pierre-Édouard Stérin qui fait ce lien et qui finance aussi, d'ailleurs, qui met beaucoup d'argent à disposition de ce projet, avec notamment le projet Périclès. Alors Périclès pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. C'est quand même un projet... Voilà, tout un programme qui est assez clair. Ça parle, au moins ça parle de lui-même. Et donc Périclès, c'est une société qui se définit comme société d'intelligence politique. Rien de moins. Et donc, qui donc finance à hauteur de ce qui est annoncé par les journaux et par Pierre-Édouard Stérin de mettre 150 millions d'euros dans les 10 prochaines années pour atteindre les objectifs. À travers Périclès, Pierre-Édouard Stérin veut défendre des valeurs que sont, je cite, la liberté, l'enracinement,
la baisse des charges des impôts, l'identité et l'anthropologie chrétienne, et contre les principaux maux de la société française que sont le socialisme, le wokisme, l'islamisme, etc. Mmh. Et pour cela, il y a différentes méthodes dont ce qu'ils appellent eux-mêmes, de manière un petit peu, un peu snob, peut-être la métapolitique, c'est-à-dire qu'ils vont financer un combat culturel, sûrement dans une bataille culturelle, pour essayer de faire progresser leurs idées dans la société. Ils savent que leurs idées sont pour l'instant minoritaires, mais en finançant des conférences, des think tanks, ça a déjà été un peu évoqué, ils veulent essayer de faire gagner cette bataille culturelle comme préalable à gagner la bataille politique. Oui, donc on essaie d'abord faire avancer, on essaie de faire évoluer les idées dans leur sens, ils essayent de faire évoluer les idées avant que ça n'évolue dans les urnes, avant que ça ne passe dans les urnes. C'est ça, d'abord faire accepter certaines idées, les rendre plus acceptables, rendre des idées extrémistes plus mainstream, plus acceptables dans la société au sens là, plus largement, et de faire glisser ce qui est un projet clairement réactionnaire, identitaire, chrétien, de France éternelle, chrétienne, etc., ce qui est bien clairement annoncé comme simplement un projet libéral conservateur qui est relativement modéré. Mais bien sûr, ce qui se cache derrière, c'est un projet qui est clairement réactionnaire et d'extrême droite. Oui, par exemple, le mouvement Stérin est très proche du Rassemblement national en France, par exemple, pour être très... Tout à fait, pour être clair, oui, absolument. Donc Stérin est proche du Rassemblement national, mais pas exclusivement, il n'est pas exclusif. Il essaie aussi d'avoir une influence au parti de droite, les Républicains, notamment parmi les politiciens des Républicains, certains que le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, ont des idées extrêmement conservatrices également. Donc il y a tout un ensemble de politiciens qui sont approchés par Pierre-Édouard Stérin. Et le but est de réaliser une union des droites. En gros, on aurait le RN, le parti de Zemmour, Marion Maréchal, et certains politiciens des Républicains, comme Ciotti, ex-républicains comme Ciotti, ou ceux qui y sont encore, pour avoir une union des droites qui pourra arriver au pouvoir. Et donc, au niveau des tactiques, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a d'abord ce financement, disons, un peu indirect du politique, parce qu'en France, le financement des partis politiques est extrêmement réglementé. Mmh. Donc, il ne peut pas vraiment financer directement le Rassemblement national, mais en finançant des médias, en finançant des think tanks, en organisant des conférences, en menant toute cette bataille culturelle, il va réussir il va essayer, en tout cas, espérons pas réussir, mais il va essayer de faire infuser ses idées dans la société, dans l'électorat, pour ensuite faciliter les choses à ses alliés politiques. Et donc là encore un point qui est important, c'est que par exemple parmi ces projets, il y a des instituts de formation des politiques, par exemple, et notamment du Rassemblement national. Un des problèmes du Rassemblement national, ce qui a été visible lors des dernières élections législatives en France, c'est l'amateurisme d'un certain nombre de ses candidats, qui n'étaient absolument pas préparés ni à la campagne électorale et absolument pas prêts à exercer des responsabilités. Et pour remédier à cela, Pierre-Édouard Stérin a le projet de former des candidats, des politiciens du Rassemblement national pour les rendre plus aptes à exercer des fonctions électives de différentes sortes en France. Donc on a tout un projet qui est extrêmement construit et cohérent pour mener cette bataille politique. Et également, ça passe aussi pour la formation et le recensement, d'ailleurs, d'un certain nombre là aussi de hauts fonctionnaires ou de personnages qui pourraient être prêts à exercer des fonctions de responsabilité en cas de victoire de cette union des droites, cette union des extrêmes droites, on pourrait dire plutôt. Oui, c'est ça. Lionel Rubin, c'est clair que le lien avec l'extrême droite, il est là. Je veux dire, quand on parle de ces mouvements, il y a vraiment des points d'accroche entre ces mouvements anti-Evras et l'extrême droite. Oui, alors dans les campagnes anti-Jean, il faut... pas seulement identifier l'extrême droite. Donc il y a tout un agglomérat dont on parlera après, mais en tout cas, c'est dans cet agglomérat, il y a effectivement l'extrême droite qui s'y retrouve. Pour quelles raisons ? Parce que, en réalité, l'Evras, c'est quoi ? C'est une politique de santé publique destinée à donner une bonne information fiable, complète à des enfants pour qu'ils puissent faire leur propre choix en matière d'affectivité, de relationnel et de sexualité. Ce n'est
que ça, c'est donner de l'information dans un processus et répondre à leurs éducatif. questions. Et répondre à leurs questions, évidemment, puisqu'on le répète, mais on démarre toujours de leurs questions. À partir du moment où c'est faire ses propres choix, on a un autre projet de l'extrême droite qui valorise d'une part les inégalités hommes-femmes. Donc une société inégalitaire, c'est quelque chose qui est défendu par généralement l'extrême droite. Et donc les inégalités entre les hommes et les femmes sont assumées. Évidemment, ça va à l'encontre de l'Evras qui prône l'égalité homme-femme. On a aussi au sein de l'extrême droite la volonté de mettre en avant le virilisme, de défendre la force, le mâle alpha. Et dans l'Evras, on lutte justement contre ces stéréotypes et contre le sexisme. Et puis enfin, l'extrême droite, elle défend un nationalisme, une forme d'homogénéité dans la société. Et la cellule de base, la cellule familiale de base, en réalité, pour eux, qui permet la reproduction homogène de cette société, de ce nationalisme, c'est un papa, une maman avec 2 enfants. Bref, c'est l'image de la manif pour tous. Et donc, on voit que ce que défend, le projet que défend l'extrême droite va en contradiction en réalité avec ce qui est dispensé dans l'Evras comme valeur, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, la lutte contre le sexisme, etc. etc. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, dans cet agglomérat, on voit que des mouvements religieux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, mais en tout cas qui sont conservateurs, viennent s'accrocher. Pourquoi ? Parce que dans les religions, on a un discours extrêmement normatif sur le corps, sur la possibilité de faire ses choix. On a un discours, et c'est d'ailleurs pour ça que les religions généralement investissent le domaine de l'éducation. C'est parce que ça leur permet de diffuser là des valeurs morales basées sur un discours extrêmement normatif, ancré dans des textes immuables et qui ne changent pas. Et donc, on a en Belgique, on a eu cet agglomérat de l'extrême droite, de personnalités d'extrême droite, ces groupements religieux conservateurs. Et puis alors, un troisième axe, ça a été en Belgique tous des groupements issus de la sphère complotiste. Que ce soit des médias alternatifs qui diffusent des thèses complotistes, que ce soit des groupements, des groupuscules complotistes liés à des réseaux qui défendent des thèses de réseaux pédocriminels, etc. Et donc c'est vraiment ces trois groupements-là qui ont été identifiés, en tout cas chez les opposants anti-Evras en Belgique. Mais effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait au début, c'est sûr que l'extrême droite va trouver, en tout cas dans les campagnes anti-genre et singulièrement dans les oppositions Evras, une manière de faire valoir un petit peu leurs idées. Et aussi, j'en termine, mais c'est une manière pour eux de combattre l'établissement, puisque c'est une façon aussi de faire valoir leurs idées et de se faire entendre. Oui, vous vouliez réagir, François Fink ? Oui, je souris quand Lionel a parlé que c'est leur manière de combattre l'establishment. Ils se présentent de cette manière-là, c'est juste, alors qu'ils sont eux-mêmes des représentants de l'establishment. Quand on parle de gens comme Pierre-Edouard Stérin ou de Bolloré et des médias, etc., de Bolloré, ça c'est vraiment, il y a une puissance financière énorme, et c'est réellement un establishment bien établi, justement. Donc, mais c'est vrai que c'est des mouvements qui se présentent comme luttant contre ce qu'ils voient comme l'establishment, peu à la manière de Trump finalement, l'establishment disons de gauche, centre, de libéral, quoi, au sens libéral au sens plus traditionnel du terme. Oui, et pour défendre une certaine démocratie, ça avance des arguments disant oui, on veut défendre la démocratie, mais en contournant aussi cette démocratie. C'est ça, et d'ailleurs c'est un des points sur lesquels je voudrais encore revenir peut-être, c'est la manière qu'ont ces mouvements, disons de manière plus large, mais qui est de détourner le sens des mots, et de s'accaparer certains termes dans un sens qui leur convient. Par exemple, ce collectif Justitia de l'Institut Thomas More, d'avocats donc de l'Institut Thomas More, dans une vidéo promotionnelle, prétendent défendre la laïcité. Ce qui est un comble, alors qu'ils défendent eux-mêmes, ils font partie d'un projet politique qui veut défendre l'identité chrétienne, les traditions, les racines, et beaucoup d'insistance sur la défense de la civilisation millénaire européenne, etc., mais défendre la laïcité. Et donc la laïcité, pour eux, est un mot de code, disons, qui sert uniquement à s'en prendre à l'extrémisme, au prosélytisme islamiste.
qui sont certes également des problèmes réels qui existent aussi dans les écoles, mais pour eux, évidemment, c'est uniquement oui, c'est uniquement ce problème-là. Uniquement de lutter contre cet extrémisme religieux-là, mais tout en tentant d'en imposer un autre ordre fondé ultimement sur des normes religieuses, mais chrétiennes. Donc là, c'est un exemple de détournement de sens. Lorsque, par exemple, récemment, un débat sur la neutralité à l'école a été organisé par l'Institut Thomas More, en coopération avec l'EMR. Là aussi, l'Institut Thomas More a organisé un débat sur la neutralité à l'école, alors qu'il s'agit, leur vision du monde est moins que neutre, absolument pas du tout neutre. Donc on attend un ensemble, et c'est pas uniquement, on peut multiplier les exemples, lorsque par exemple aux États-Unis, mais également en Europe, on voit des politiciens d'extrême droite parler de liberté d'expression pour combattre ce qu'ils appellent le politiquement correct, le wokisme, etc., mais eux-mêmes veulent impose des limites fortes à cette liberté d'expression en interdisant aux États-Unis, par exemple, en interdisant des termes comme le genre, le climat, etc., dans les projets de recherche, dans les financements de projets de recherche, oui. Ou en voulant interdire certains livres des bibliothèques publiques. Donc voilà, on a tout un travail sur le langage qui vise à vider les mots de leur sens réel, de leur sens premier, pour leur donner un autre sens qui n'est pas le sens réel. Donc à partir du moment où on n'est pas d'accord sur le langage, c'est un peu orwellien si vous voulez, ça c'est déjà très bien démontré depuis longtemps, c'est à partir du moment où on vide les mots de leur sens, ça crée de la confusion intellectuelle, une confusion politique, qui facilite les choses à ces mouvements qui ont un projet autoritaire. Oui, c'est vrai qu'on pourrait reprendre dans des exemples récents le Rassemblement national qui, suite à la condamnation de Marine Le Pen, s'est attaqué à la justice, a dit qu'il voulait défendre la démocratie, mais en s'attaquant vraiment aux juges, à la justice, et en dénigrant finalement une décision judiciaire qui avait été rendue en toute liberté finalement. Peut-être une dernière chose avant de nous quitter, Lionel Rubin, rappeler peut-être ce qui nous attend pour la suite au niveau de l'Evras. Donc on sait qu'il y a ces recours, là on attend des décisions dans les mois qui viennent. L'évaluation, être vigilant sur qui sera autour de la table. Et en même temps, on voit un des ministres rappelle qu'ils sont attachés à cette généralisation, et c'était important aussi. Oui, c'est important de le rappeler aussi. Donc là, c'est évidemment la question de la vigilance. Donc on en revient au début, le volet politique, là on est en attente. Donc la Cour constitutionnelle doit se prononcer. Il y a le recours au Conseil d'État qui lui doit encore être traité. Et donc là, on attendra la décision de justice. Ça, c'est une première chose. Sur le volet politique, effectivement, il y a sans doute dans les 5 ans à venir, puisque c'est dans des déclarations de politique communautaire, il y a cette évaluation du décret et du guide qui va être mise en place. Comment? On n'a pas encore d'informations à ce sujet-là, mais en tout cas, nous, on restera vigilants et on alertera en tout cas les politiques pour leur dire attention où vous mettez les pieds, attention quels sont les acteurs qui sont anti-Evras et qui vont profiter de ce momentum-là, de ce momentum politique pour justement détricoter en fait tout ce qui s'est fait. Et enfin, il faut aussi rappeler qu'on a à l'inverse, de la part de ces ministres, notamment en communication, en commission santé, etc., même aussi en enseignement, on a des ministres qui réaffirment donc leur soutien à la généralisation de l'Evras. Et c'est effectivement très bien, et il faut le dire, et il faut le souligner. Et donc voilà. Mais il faut rester vigilant sur qui sera autour de la table, parce que évidemment, on l'a vu, on l'a décrypté aujourd'hui, notamment avec François, ces opposants et ces groupuscules réactionnaires ou conservateurs vont profiter à chaque moment, pour être autour de la table, pour imposer leur vision et leur projet de société qui est profondément antidémocratique. Oui, merci en tout cas de nous avoir aidé à décrypter ce sujet et les enjeux autour de cette actualité autour de l'Evras. Donc merci François Fink, merci Lionel Rubin. On va suivre évidemment ce dossier. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.